Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler agriculture, alimentation et du nouveau projet de loi qui était censé ouvrir une nouvelle politique agricole, une nouvelle France agricole, disait Emmanuel Macron. Nous sommes très loin de la coupe aux lèvres. Générique. Vient au Sénat en première lecture une loi qui traite de l'alimentation et de l'agriculture. Alors il y a un premier titre qui est sur les relations entre les producteurs et la distribution, puis l'organisation de l'agriculture, en particulier les pratiques agricoles, et là on va trouver tous les enjeux environnementaux, et puis enfin l'information du public et des consommateurs que nous sommes. Il est vrai qu'aujourd'hui il faut sortir de la logique où ce sont les distributeurs qui finalement ont entre leurs mains le pouvoir sur les prix, et d'une course au prix moins important, en l'occurrence beaucoup de marge pour les distributeurs, et qu'on ne valorise pas correctement les agriculteurs qui ne peuvent pas vivre toujours dignement de leur travail. Ça, c'est un enjeu considérable. Le revenu des agriculteurs, les conditions de travail et de rémunération des agriculteurs, un bon équilibre entre les prix et la réalité de leurs coûts. Le deuxième grand enjeu, ça va être l'enjeu environnemental, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques agricoles doivent radicalement changer pour qu'on soit dans une stratégie beaucoup plus respectueuse de la terre, de la planète, de l'environnement, mais aussi de la qualité et donc de la santé des consommateurs. Et le troisième point, c'est que rien n'est possible si les consommateurs ne sont pas correctement informés, notamment pour changer aussi leurs pratiques de consommation. Il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup trop d'obésité, on mange trop de sucre et de gras. Bref, il y a une mutation de nos pratiques à engager. Donc on pouvait espérer que cette loi, puisque Emmanuel Macron a fait un discours à Rungis annonçant la nouvelle France agricole, allait aller très loin et radicalement faire bifurquer nos pratiques tant commerciales qu'agricoles que de consommation. En réalité, tout ça est très modeste et dans bien des cas, il y a même eu des reculs. Alors parlons d'abord des prix, parlons d'abord de la relation entre les agriculteurs et les distributeurs. Alors c'est très technique, il y a tout un système qui est modifié, plutôt qui va dans le bon sens. Néanmoins, on ne s'attaque pas au cœur du sujet, qui est l'organisation d'oligopoles, de centrales d'achat, qui ont un pouvoir considérable et qui font des pressions sur les agriculteurs qui, dans bien des cas, sont obligés de céder. Alors, on nous dit le prix va être inversé, c'est l'agriculteur qui va engager la démarche pour fixer le prix, mais on voit bien que tout ça est très aléatoire. Alors on avait déposé des amendements pour réduire le poids de ces oligopoles. Je ne sais pas si ça va aboutir, ça n'a pas abouti à l'Assemblée nationale. Je suis peu optimiste au Sénat. J'espère toutefois que les quelques avancées de la loi vont améliorer le revenu de nos agriculteurs. Au passage, je rappelle que le gouvernement a toujours refusé le projet de loi voté par les deux assemblées en termes identiques sur la retraite des agriculteurs pour garantir une retraite minimale correcte. Ensuite, le deuxième grand sujet, c'est le sujet de la mutation de notre agriculture. Et vous voyez bien que les deux sont liés, parce qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs d'être beaucoup moins dans l'agriculture expansive sans en même temps faire un effort pour faire qu'ils puissent vivre dignement, même si avec l'agriculture extensive, ils ne vivent pas dignement et que bien souvent, ils vivent beaucoup plus correctement avec du bio, etc. Alors là, il y a plusieurs sujets qui sont en cause. D'abord, l'environnement. Le président de la République avait annoncé l'interdiction du glyphosate à la fin de son quinquennat. Et à l'Assemblée nationale, ils ont retenu la fin du glyphosate sans fixer d'échéance obligatoire en 2020-2021. Or, c'est essentiel de fixer une échéance parce que l'on sait que si l'on veut investir fortement dans la recherche pour trouver des pratiques alternatives ou pour mettre en place des dispositifs qui sont accessibles financièrement pour se substituer au glyphosate,
il faut qu'on investisse de l'argent, il faut on mette tout notre paquet pour aller dans ce sens, pour trouver des solutions. Et sans date butoir, on dit on n'y arrive pas, on reporte. Alors le remède miracle, au lieu de fixer clairement une échéance, ce serait pour Nicolas Hulot et le ministre M. Travert de faire une commission de suivi. Alors là, les commissions de suivi, ça me fait doucement rire, parce que je vous rappelle que par exemple, quand on était au pouvoir, nous la gauche, on a mis en place un soi-disant comité de suivi du CICE pour pouvoir mieux le cibler, mieux l'adapter. Il a fait un rapport comme quoi ce CICE devait être réorienté et on n'en a tiré aucune conséquence, parce qu'une commission, ça n'est pas une décision, il faut une décision tout de suite sur la date du glyphosate. Le deuxième grand sujet, c'est les néonicotinoïdes, qui, là aussi, on aurait pu être beaucoup plus précis, beaucoup plus exigeant sur le niveau d'interdiction. La même chose, il y a des exceptions et autres, qui sont une façon de détourner les enjeux. Alors, ce qui est vrai, c'est que par rapport à ces produits, il faut maintenant qu'on ait une exigence absolue d'interdire l'entrée sur le territoire national des produits européens ou autres qui n'auraient pas les mêmes contraintes environnementales que nous avons. Le troisième sujet environnemental, c'est le bien-être animal. Et ce n'est pas qu'environnemental. On voit bien qu'on est dans une période où on ne peut plus avoir la relation de l'humanité avec les animaux comme on l'a eu par ailleurs jusqu'à présent. Il faut inventer un nouveau pacte entre l'homme et la nature, entre l'homme et les animaux, parce que nous avons besoin mutuellement les uns des autres et rien ne justifie que l'on considère les animaux comme des biens matériels, des biens meubles, comme on disait, comme jadis ces esclaves étaient des biens meubles. Donc il faut penser autrement cette relation. C'est certainement une des grandes mutations du monde contemporain qu'il nous faut amorcer. Et la première des choses, c'est de stopper tout ce qui attaque le bien-être animal, qui les fait souffrir inutilement, qui les met en situation de vivre de façon déplorable. Et là, il y a énormément à faire, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans les conditions d'élevage. Et nous avons déposé avec le groupe socialiste toute une série d'amendements qui élèvent le niveau de rigueur, de respect qui doit être dû à ces animaux. Troisième grand volet qui est moins environnemental, mais qui de fait touche à la santé humaine et à nos pratiques comportementales. Et là, la droite a essayé de faire reculer le texte de loi. Quand j'étais député européen, on a travaillé il y a plusieurs années à la fameuse étiquette nutritionnelle qui doit être en situation de pouvoir nous dire si le produit est globalement gras, plein de sucre, concourt de manière négative à notre santé. Et donc vous avez un peu comme on a sur les échelles énergétiques des classifications des différents produits. Je crois que c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de tromperies volontaires ou involontaires dans les pubs. Alors vous avez du light mais qui n'a pas de graisse mais qui a d'autres inconvénients. Vous avez des produits qu'on appelle fermiers ou autres qui paraissent naturels où il y a plein d'adjuvants. Bref, on est dans des situations où le consommateur doit être clairement informé sur l'origine et la traçabilité des produits. De ce point de vue, je suis favorable à ce que sur les étiquettes, on écrive clairement le produit d'origine et qu'on ne soit pas obligé de chercher en détail le pays d'origine. Deuxièmement, il faut qu'on ait une appréciation globale de la qualité nutritionnelle du produit. Et donc, nous avons demandé un amendement qui restaure cette classification pour que chacune et chacun d'entre nous n'abuse pas du sucre, de la graisse, qui sont mauvais pour notre santé, mauvais pour notre sécurité sociale, mauvais parce qu'une étude vient de le prouver, 40% des cancers en France pourraient être évités si on arrêtait l'abus de tabac, d'alcool et un déséquilibre nutritionnel. Bref, c'est un bel enjeu. Cette loi est très modeste et poussive, en particulier sur les sujets sur lesquels je continuerai mon combat. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs éditos, pour imposer le bio dans les cantines, les circuits courts, la production locale, dans l'ensemble de la production de nos restaurations collectives,
parce que c'est aussi une façon d'aider à cette mutation. Et je terminerai par une protestation. C'est bien beau les lois, faut-il encore donner les moyens? Et dans les moyens, on a réduit les aides pour le bio, alors qu'il y a une forte demande en France et que nous ne produisons pas assez de bio par rapport à la demande des consommateurs. Voilà, alors on est loin de la révolution agricole et alimentaire. Il y a des petits pas. Nous essaierons d'en gagner d'autres par les amendements au Sénat, mais ça reste un des grands débats de l'avenir de la société. Et j'espère que la gauche, le mouvement écologique, les initiatives citoyennes vont continuer leur mobilisation pour qu'on aille vite, bien et mieux et qu'on retrouve le pays de la bonne bouffe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il faut avoir un compte Gmail. Pour ceux qui ne l'auraient pas, regardez bien, mais ce n'est pas difficile à s'abonner. Deuxièmement, vous pouvez me poser des questions à travers le hashtag MNLFAQ. Et enfin, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook.